merci pour l'invitation pour cette journée d'études et puis plus généralement aussi pour m'avoir permis de réfléchir sur cet objet un peu particulier qui est le trade. Je sais pas si je vais dire trade à la française, hein, ça évitera des contorsions vocaliques. Dans le cadre du numéro dont il est aussi question aujourd'hui, parce que ça m'a permis de faire l'effort pour cette occasion d'essayer de caractériser un petit peu cette pratique. Alors, voilà. Juste pour vous montrer un petit exemple en fait de ce à quoi correspond le trade sur Twitter. Donc, en fait, vous voyez que c'est une succession. Enfin, je détaillerai davantage, bien sûr, après avec d'autres exemples, mais c'est avant de passer aux questions définitionnelles, déjà pour vous montrer un petit peu. Donc là, je l'ai pris ce matin, c'est tout frais. Donc un compte actuel Moyen-Âge qui propose un thread, donc ici à partir d'un article avec la petite flèche vers le bas, donc qui montre qu'il faut dérouler le message et ensuite on a une succession de tweets, donc de messages textuels, mais aussi augmentés d'images qui sont insérées à l'intérieur avec un certain nombre d'autres éléments donc qu'on verra au fur et à mesure de cet exposé. Et donc c'est cette pratique spécifique sur Twitter dont je vais parler aujourd'hui. Donc, il y a une documentation assez large sur des sites qui concernent la communication sur les réseaux, sur le web marketing, etc., la communication entre guillemets digitale, enfin en tout cas ou numérique, puisqu'il y a une communauté assez active des web marketeurs, communicants, etc., sur les réseaux qui écrivent beaucoup de billets de blog. Et donc, on a un certain nombre de choses dont je vais rendre compte très rapidement ici. Donc, vous voyez cet article sur placedesréseaux.com qui explique, par exemple, aux usagers comment bien utiliser le fil de discussion sur Twitter avec cet art du trade dont il est question et avec la question, enfin le sujet donc de la longueur du format sur Twitter, puisqu'il a été longtemps question que Twitter se résumait à 140 caractères, donc depuis quelques années c'est devenu 280, mais en tout cas il y avait cette idée reçue qui est que c'est un format bref, donc qui permet pas facilement d'exprimer des idées construites et de pouvoir échanger de manière constructive en ligne. Et en fait, quand on regarde de plus près ce système de communication, on se rend compte que il y a toute une série de pratiques discursives, textuelles et donc numériques qui permettent justement aux utilisateurs de déjouer en quelque sorte la contrainte spatiale de ces 140 puis 280 caractères. Et donc le trade en est un exemple en particulier dont on va le voir. Et j'aime bien cette citation. Ça permet aussi de sortir, enfin, de finir de l'alundelonisme, c'est-à-dire qu'avant, justement, les usagers, pour contourner cette contrainte de taille, se répondaient à eux-mêmes pour faire une succession de messages, qui est donc le côté stéréotypique d'Alain Delon, qui parle de lui à la troisième personne. Donc, il y avait un peu cette idée, en fait, de formellement, en tout cas par la pratique numérique elle-même, de faire l'action de réponse et de se répondre à soi-même pour faire une succession de messages qu'ensuite on allait pouvoir lire comme un tout. Et donc, grâce au trade et à la fonctionnalité qu'a mis Twitter en place, cette pratique devient institutionnalisée en quelque sorte par la plateforme elle-même. Alors très rapidement, parce qu'il en a été question ce matin en particulier, mais bon, pour montrer aussi, et puis c'est présent dans l'article évidemment, que quand on s'intéresse à ce genre d'objets, bien sûr, il faut le caractériser linguistiquement, sémiotiquement et textuellement. Et on a vu aussi, alors il y a la question de Damon ce matin qui était justement sur les degrés et la non-opposition, mais plutôt des degrés de différence entre texte et textuel. Donc c'est une très bonne manière aussi d'envisager les choses, mais avec cette idée que si on considère le texte comme Adam ici, comme centré, enfin en tout cas dans ses définitions un peu traditionnelles sur la fixité et la complétude, on va pouvoir parler de textuel pour rendre compte du côté manipulable. D'accord, super. Bon, j'en étais là, je ne sais pas ce qui a été coupé, mais bon, enfin, en tout cas, bon, c'est la partie un peu état de l'art. J'ai surligné les éléments importants qui m'amènent justement à cette question de la réflexion sur les régimes sémio-médiologiques qu'on va trouver dans ces tweets. Donc, première manière un premier pas, on va dire, pour s'intéresser à cet objet, c'est le considérer évidemment
du point de vue du discours numérique et travailler sur la question des tweets et comment est-ce que le tweet et le thread finalement devient texte par un certain nombre de processus que les utilisateurs vont mettre en place. Voilà, donc sur un autre site qui s'appelle Next Impact, ici, donc vous voyez comment donc les threads, et ce qui est intéressant, c'est que déjà dès le titre en fait, du billet, on explique que publier une série de tweets aussi longue qu'un billet de blog. Et en fait, on verra justement par la suite que il y a vraiment ce travail du thread finalement introduit une porosité très forte entre le tweet et le blog finalement, puisque la séquentialité et l'accumulation aussi des messages va faire que finalement le thread va acquérir un statut que n'avait pas forcément le tweet en tant qu'objet isolé, autonome, même s'il est augmenté d'un certain nombre de caractéristiques. Donc on a toujours cette question de l'expression de la longueur qui rejoint toujours les contraintes aussi initiales de Twitter. Et puis aussi la question du moindre effort, en tout cas, puisqu'on va voir qu'en fait des usagers critiquent le fait que Twitter n'a pas fait beaucoup d'efforts pour faciliter la production des threads, puisqu'en fait il s'est contenté d'ajouter un bouton plus sur les messages qui permet d'ajouter des messages, mais rien n'a été fait pour donner une caractérisation spéciale, on va dire, à la production de ces messages. Donc, du tweet au thread, on va déjà se situer, évidemment, dans une approche des discours numériques et en particulier native, au sens où on va regarder la production de ces messages à l'intérieur de l'interface Twitter et d'observer un petit peu quelles sont les pratiques des utilisateurs. Donc, l'objet, c'est vraiment de les situer à l'intérieur de cet environnement. Et donc remonter aussi à la généalogie du thread, c'est un terme qui signifie littéralement fil, comme le dit Delsart, issu au départ du langage informatique, donc un fil d'exécution appelé processus léger, qui est inclus dans un autre processus qui lui-même utilise les ressources d'un autre processus. Et donc on a cet effet un peu d'emboîtement et de superposition. Donc de nos jours, ça a dépassé les frontières de la sphère informatique pour entrer dans le langage commun des natifs numériques et le fil de discussion de Twitter. Donc c'est aussi intéressant par rapport à cette question du fil et par rapport au texte, à la textualité, au textiel, de voir qu'en fait on a aussi ce terme de fil qui arrive ici de manière très centrale dans l'étymologie, si on peut dire même, du terme. Donc ça s'apparente à une chaîne dont les maillons sont tous interdépendants et dans le langage textuel, il renvoie à ce qui est filé ou tissé, d'où un peu la métaphore dans mon titre. C'est indivisible. Alors, on a quelques caractéristiques qui ont été aussi mises en avant par certaines autrices, en l'occurrence. Bibier, par exemple, qui montre justement le détournement de l'outil par les utilisateurs qui utilisaient la fonction réponse, donc j'en ai parlé, et cette fonctionnalité donc, qui devient automatisée et qui permet, en cliquant sur le bouton plus, d'ajouter un ou plusieurs tweets à la suite du premier. Donc, on a des caractéristiques particulières qui sont mises en avant. La question du style, alors en fait, c'est... je ne sais pas si c'est tant la question du style ou du genre. Enfin, en tout cas, là, il est marqué elle indique le style. Donc, le thread a une écriture qui lui est propre dans son style, dans sa construction et son évolution narrative. Il peut être éventuellement illustré par des gifs, des courtes animations de quelques secondes pour en augmenter l'effet comique, etc. Et on a aussi la question de la personnalisation engendrée par des dispositifs numériques. Il faut prendre en compte l'idio-numéricité de la timeline, c'est-à-dire que la timeline de chaque utilisateur est unique et affichera les tweets en fonction de son utilisation de la plateforme et des données dont il aura nourri l'algorithme. Typiquement, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec le trait médiéval et les images, il est apparu dans ma timeline parce que je suis abonné à ce compte en particulier et peut-être qu'il a émergé aussi parce que j'ai interagi plus avec ce compte qu'avec d'autres, parce que j'ouvre les messages, j'ai un engagement plus important et donc il fait que l'accès et la visibilité des threads est aussi relative aux usagers eux-mêmes et à leurs pratiques sur Twitter. Donc, on a des contraintes techniques, j'en ai parlé, et l'évolution des fonctionnalités, mais ça, c'est toujours intéressant de voir comment les usagers, finalement, contournent un certain nombre de difficultés du réseau, donc notamment en se répondant à eux-mêmes, et finalement, au bout d'un moment, Twitter, observant cette récurrence de pratiques de réponse à soi-même, va proposer à ses usagers une nouvelle fonctionnalité qui va répondre à ce besoin qui n'avait pas été évidemment identifié au tout début de la création du réseau, mais qui devient quelque chose d'important pour ces usagers qui y ont recours de plus en plus souvent.
Et on a, c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, finalement des moyens alternatifs par d'autres instances. Donc, ça peut être des développeurs, ça peut être des agences de communication qui vont fournir aux usagers des moyens d'améliorer leur pratique des trades. Alors, justement, par exemple, on parle beaucoup du côté écologique des messages, de leur production dans les environnements natifs, mais ces genres d'instances, par exemple, sortent complètement de cette logique. Par exemple, vous voyez Split Tweet, où en fait l'objectif est on rédige un texte complet et ensuite en utilisant cet outil, l'outil va splitter, donc va décomposer notre texte en une série de messages qui vont pouvoir être tweetés. Donc ça veut dire que la segmentation en différents tweets et donc la composition même du thread va être déléguée à cet outil qui automatiquement va décomposer le message. Donc à l'époque, c'était les 140 caractères. Donc ça, c'est pour la production des trades, voilà, plutôt que de se dire je produis à l'avance, je produis mes petits messages de 280 caractères et une fois que je suis arrivé au bout parce que mon texte devient rouge, montré par Twitter, ben, je stoppe, je produis mon message et ensuite j'en fais un deuxième, un troisième, etc. Là, l'astuce, c'est de composer un texte directement et ensuite de le découper via cet outil. Et on a aussi des outils pour lire les trades, j'en parlerai juste après. Donc cette pratique, elle n'est pas évidente à saisir pour tout le monde. Donc, vous connaissez peut-être Nicole Ferroni, qui donc thématise son message. Bon, il y aurait des choses à dire hein, sur Instant Vieille Dame. J'aimerais faire un trade, fil pour les autres vieilles, mais je ne suis pas sûr de savoir faire. Il suffit juste de s'auto-répondre continuellement, si oui, comme dans la vie en fait. Par exemple, si je m'auto-réponds par là, et par là, ça serait voilà, et par là, etc. Et donc, elle montre elle-même. Et donc, en plus, une collègue stylisticienne qui lui explique que oui, c'est ça. En gros, c'est parler toute seule. Les autres peuvent commenter chaque tweet ou l'ensemble de la discussion, mais le thread présente tous les tweets les uns. Donc, il doit y avoir la suite des autres. Annoncer que c'est un thread, c'est bien pour faire comprendre qu'il n'y a pas un seul tweet, mais la structuration, c'est peut-être mon clé, puis bon, peu importe ce qu'elle dit. Mais en tout cas, vous voyez, donc, on a une pratique un peu réglée de cette décomposition et de cette réponse à soi-même. Et que même s'il y a des sites qui expliquent comment le faire, la communauté a un effet d'entraide aussi. La lecture n'est pas évidente, hein, vous voyez, il est indiqué dans le dernier message, c'est bien d'annoncer que c'est un trade parce que sinon, ce n'est pas facile à comprendre. Il y a des outils justement qui aident aussi à lire les trades, c'est-à-dire à les regrouper ensemble et à leur donner une sorte d'éditorialisation particulière. Vous voyez, donc marre de scroller infiniment, c'est-à-dire descendre avec sa souris pour descendre le fil du tweet. ThreadReader va vous simplifier la vie. Le service transpose le thread en une page spécifique qui vous permettra de le lire en entier de façon claire. C'est-à-dire qu'encore une fois, la dimension nativement numérique du réseau Twitter est vue par certains comme un obstacle à la bonne lecture et à la bonne compréhension du thread. Et donc, des alternatives se mettent en place. Donc, on colle juste le lien du premier tweet du thread et ensuite, on mentionne le compte suivi de unroll. Et donc, on fait ça dans un message sur Twitter. Et ensuite, ça va générer un fil qui va s'intégrer dans une page autonome. Donc, on a des dispositifs de textualisation et de lecture du trait. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, des alternatives qui se mettent en place et qui interrogent sur cette question du rapport justement entre le texte et le numérique et le texte nativement numérique qui, pour plusieurs usagers, finalement, est vu comme un frein ou en tout cas une difficulté. Encore une fois, bon, je n'ai pas beaucoup le temps de détailler les citations, elles sont présentes dans l'article, mais on a en tout cas cette question d'éditorialisation, c'est-à-dire de mise en place d'outils ou d'applications qui travaillent la lisibilité textuelle de cet objet numérique. Avec cette question, justement, vous voyez, de plus facilement et marre de scroller, donc on est dans une question aussi de confort, quelque part, de la production et surtout de la lecture. Donc voilà un exemple. Du compte en l'occurrence. Donc, on met l'URL et puis ensuite, voilà, ça va générer un fil de messages sur un environnement à part. Vous voyez, donc ici, je vous ai montré un exemple, TweetReader by Mario. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Mario qui a fait 30 trades en 30 jours. Et donc, on peut récupérer l'ensemble d'un trade, donc ici un en particulier, dessus et donc voir tous les messages qu'il a lui-même produits. Donc un exemple encore voilà, de Mario, mise en forme du début du trade sur l'application ThreadReader. Vous voyez qu'en fait, on a l'impression d'être sur un peu une page web avec la succession des textes
des différents messages. Donc, on n'a pas la segmentation en différents tweets et on a simplement finalement la récupération du contenu textuel, mais aussi iconique, et l'intégration à l'intérieur d'une page spécifique. Donc la page propose une alternance de texte et d'images qui sont en fait les contenus des tweets mis bout à bout. Pourtant, si on compare avec la lecture dans l'application, on trouve le contenu des messages, mais on observe aussi quelques différences. Donc là, je vous ai, voilà, c'est les, attendez, voilà, dans lequel, ici, voilà, on avait ça. I wrote, j'ai écrit 30 tweets pendant 30 jours, quel est le but, etc. Et on voit ici qu'en fait, on a des espèces de segments avec lesquels on peut interagir, sur lesquels on peut cliquer. Et si on regarde donc, dans le vrai environnement, en fait, on va retrouver cet élément-là qui, lui, n'est pas intégré. Et c'est qu'en fait, on a un thread à l'intérieur du thread. Et ça, c'est un petit peu particulier. Et ça, ThreadReader ne le prend pas en charge, ou en tout cas, il ne le prend pas en charge spontanément. Et ensuite, vous voyez, on peut unroll, c'est-à-dire dérouler ce thread qui est à l'intérieur du thread, et on a cet effet justement de poupée russe ou d'emboîtement dont je parlais tout à l'heure, qui est propre finalement à ce type de pratique. Donc, je l'ai grossi ici, vous voyez, ça fait appel finalement à un thread extérieur qui n'est pas spontanément intégré dedans, mais en tout cas qu'on peut dérouler et finalement avoir un peu comme les romans à tiroir, une histoire dans l'histoire quelque part. Donc, c'est une sorte de réinvention, si on peut dire, de cette pratique-là où on va intégrer un certain nombre de sous-histoires à l'histoire principale du thread. Donc, ça m'a rappelé aussi, ça dans les cours que je faisais il y a quelques années sur l'écriture hypertextuelle, ce que Lévy, quand Lévy parle en tout cas de multiplicité et d'emboîtement des échelles, avec l'idée que l'hypertexte s'organise en mode fractal, que n'importe quel nœud ou n'importe quel lien à l'analyse peut lui-même se révéler composé de tout un réseau et ainsi de suite indéfiniment le long de l'échelle des degrés de précision. Donc le thread aurait aussi cette capacité à évoluer, adoptant ainsi en quelque sorte le principe de métamorphose aussi, puisque le réseau hypertextuel est sans cesse en construction et en renégociation, c'est-à-dire que le thread qu'on a fait peut devenir ensuite un élément intégré à notre thread et ainsi de suite jusqu'à l'infini quelque part. Bon, je vais aller très vite pour la suite. Donc les projets d'écriture autour de ça, c'est-à-dire quelle est maintenant la pratique des sujets sur le réseau. Très simplement en tapant trade dans le moteur dans la barre de recherche et de voir un petit peu la manière dont les usagers l'utilisaient. Donc en fait, on a déjà une sorte de dichotomie entre écrire un trade et faire un trade. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le fait de décider, je pense écrire un trade, je suis prêt pour écrire un trade, etc. Le souhait ou l'envie, j'ai vraiment envie d'écrire un trade, j'aurais aimé écrire un trade. Le processus, je commence, etc. Les circonstances, il fait un temps à écrire un trade. Les moments, depuis septembre, je parle d'écrire un trade, la temporalité et l'orientation. Et on va avoir aussi des équivalents avec faire un trade, je vais vous faire un trade, le souhait et l'envie aussi toujours. Et puis là, plus la pratique sociale aussi qui est intéressant. La prochaine fois qu'il faut faire un trade, c'est mieux. J'espère vraiment qu'il va faire un trade avec cette idée que justement la compétence, ou en tout cas l'actualité, motive ou nécessite parfois justement la production d'un trade. Donc, on a des critères qui semblent un peu récurrents. La planification, c'est quelque chose qui se décide, qui s'annonce, qui émane d'un souhait ou d'une envie. La réponse à des circonstances aussi, en lien avec l'actualité, avec l'environnement numérique dans lequel on baigne. Des réactions aussi, voilà, je lis quelque chose qui m'agace, je fais un trade. Et la portée sociale aussi, puisqu'il y a des questions de légitimité, de réaction et d'économie de l'information. Et plus précisément, on a des différences intéressantes entre écrire un trade et faire un trade. Donc j'ai fait une petite analyse, alors plus quantitative, là, cette fois sur un jeu de 2000, un peu plus, presque 2500 tweets qui contenaient le mot trade. Et donc on voit qu'on a une grande majorité des syntagmes qui sont faire un trade, beaucoup plus que écrire un trade. Donc on est vraiment dans une pratique peut-être sociale plus qu'une pratique d'écriture. Et puis on va avoir beaucoup de trades sur, un peu avec deux, c'est-à-dire utiliser un matériau qu'on va mobiliser, traite de quelque chose aussi, des et pour, etc. Et puis, on a toute une série de co-occurrents, petits trades, mini-trades, giga-trades, etc. Donc, le côté, alors, je ne sais pas si c'est un usage vraiment quantitatif de la taille du trade ou si c'est un peu plus genre hypocouristique ou autre, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Mais c'est vraiment la partie gauche plutôt qui est intéressant avec faire un trade qui est vraiment beaucoup plus important et l'objet sur... voilà.
On peut comparer aussi avec l'anglais, donc ça c'est sur les tendances dans Google Book par exemple, où on voit make a thread, do a thread about, thread off, avec voilà, on a vraiment beaucoup plus make thread, donc ça veut dire que même en anglais, c'est relativement cohérent par rapport à cette observation que c'est plus faire un thread que écrire un thread. Pour terminer, je pense qu'il doit me rester 5 minutes. Les aspects plus discursifs, pragmatiques et informationnels du trade. Donc, il y a une dimension communicationnelle assez forte, hein. Là, c'est un article de Candel, je ne sais plus dans quelle, enfin, on le trouve sur Kern, je ne sais plus quelle est la revue, en fait, qui explique qu'il a découvert une information en lien avec Emmanuel Macron sur justement, en fait, il y a accédé par un thread qui était arrivé dans sa timeline et c'est comme ça qu'il s'est informé de quelque chose en particulier avec des éléments, vous voyez, comme image à la pluie, analyse critique, etc., qui montrent que les threads sont de plus en plus documentés et deviennent aussi une pratique communicationnelle, voire journaliste, qui a le jeu des retweets, qui a cette caractéristique aussi justement de la viralité de Twitter qui permet de faire circuler des messages beaucoup plus rapidement que par d'autres moyens. J'ai pris un exemple d'un thread justement de France Info, vous voyez, donc avec des informations qui sont données, des espèces d'infographies, en tout cas des mises en forme, citations, vous voyez, avec le petit, ce serait intéressant aussi de travailler dessus, et puis une segmentation de l'information avec des chiffres à l'appui, des citations, c'est très documenté. Et donc, si on lit le thread en entier, finalement, on a probablement l'équivalent d'un article ou comme on disait au début, d'un billet de blog. On a aussi des traites scientifiques et des questions de partage du savoir. Donc là, il y a un article dans le temps des médias, j'ai mis une petite citation ici, qui explique justement comment une collègue fait beaucoup de trades sur Twitter pour entre la pédagogie, on va dire, et la recherche pour expliquer des faits historiques. Et elle explique justement tout le travail qu'elle met en place sur la planification, l'organisation, et c'est presque, d'après son témoignage, comme le fait de travailler un cours quelque part qu'on pourrait faire en amphi, sauf qu'on le publie sous forme de succession de tweets et donc ça devient un trait. On a aussi une question dans ces trades, j'ai parlé tout à l'heure, le fait de planifier la volonté, la réaction. J'ai regardé dans Factiva, donc les articles de presse qui parlent des trades, un moyen comme un autre je ne savais pas trop comment réussir à capter cette question-là, mais finalement des thématiques et des sujets dont il est question. Et on voit que quand on tape trade et Twitter sur les 2 dernières années dans Factiva, on a violence sexuelle, salutaire, émission de radio, marqueur social, homme, polémique, attouchement sexuel, etc. Donc ça ne veut pas dire que c'est l'unique thématique mais en tout cas que les trades ont une certaine dimension aussi d'engagement vis-à-vis d'un certain nombre de sujets de société contemporains sur lesquels les utilisateurs peuvent s'exprimer. Un exemple, alors qui n'est pas directement en lien avec ça, mais par rapport au Covid, par exemple, on voit des décryptages de vaccination et saturation hospitalière, donc des gens qui font part de leur expertise sur un sujet de société avec à l'appui des informations précises. Voilà, donc pour conclure, je suis à peu près dans les temps. En fait, cet objet qui paraît un petit peu ludique ou un petit peu marginal, du trade, bon, c'est après avoir travaillé sur les tweets, bon, ça devient un peu une habitude, mais ça peut paraître un petit peu anecdotique quelque part, mais en fait, ça montre, à mon sens, qu'il y a beaucoup d'enjeux en termes de textualité, de textualisation et aussi d'aspect communicatif ou pragmatique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un ensemble de tweets, mais il y a un travail important qui est fait par les auteurs pour former des ensembles cohérents, informationnels, voire scientifiques, qui peuvent malgré tout répondre aux contraintes technologiques de lecture atomisée. C'est-à-dire que chaque tweet aussi doit avoir une sorte de vie propre, puisqu'il peut être lu indépendamment des autres, et il peut arriver dans un fil de consultation de manière indépendante. On a aussi une sorte de reconfiguration de la textualité de cet objet, avec une tension entre le texte et le numérique, si on peut dire, puisque le numérique conditionne la textualité, mais que l'appréhension de la textualité intervient également sur la pratique numérique des usagers. On a une sorte de rapport comme ça, bien sûr,
concomitant quelque part. La dimension pratique du trade est d'ailleurs fondamentale, puisque statistiquement, on l'a vu, c'est majoritairement faire un trade et qu'on a un objet visé avec sur et de qui est primordial. Et donc, cette dimension pragmatique finalement du trade et communicationnel est aussi fondamentale et caractéristique même de son existence. Et par rapport au tweet en tant qu'élément plus atomisé, on l'a dit, le trade est davantage planifié, construit et s'intègre dans une pratique sociale numérique proche du billet de blog. On l'a vu aussi dans les premières captures. Mais il bénéficie en plus du billet de blog des fonctionnalités du réseau social, partage, échange, viralité, qui donnent à ce texte composite un statut particulier, à la fois tout et somme des parties, si on peut dire, et assemblage de fils et de tissus, voilà, je sais pas, étant cousus diversement. Et en outre, pour faire texte, les auteurs de trade mettent en place des stratégies qui combinent cohérence et cohésion, qui nous renvoient aussi justement à des choses qu'on connaît bien en linguistique textuelle et qui en fait un objet à part entière. Voilà, je vous remercie pour votre attention.